Bonsoir et bienvenue sur votre magazine culturel Magnum. Au programme du numéro cette semaine, une émission consacrée aux relations père-fils dans le cinéma francophone et étranger.ケイタ、向こうの家に行っても何にも心配しなくていいからな。流星君のおじさんもおばさんもケイタのこと大好きだって言ってたから。パパより？パパよりもだ。Ton père, non? Quoi? Mais c'est pas ça, un père. Tu me pompes l'air depuis que je suis né. Tu m'étouffes, tu m'asphyxies, tu mens, tu me méprises, tu m'humilies, tu passes ton temps à m'attendre au tournant, mais c'est pas ça, un père. T'es le contraire d'un père. T'es une vipère. T'es une putain de vipère. C'est à vous de lui dire, pas à moi. Dites-lui. Ne cherche plus à me voir. Reste au centre chez elle, tout sera bien. Tu vas pas me téléphoner? Je sais pas. Non. John Lvoff, vous êtes réalisateur, scénariste et également enseignant à Louis Lumière. Les extraits qui viennent d'être diffusés montrent que le cinéma s'est très tôt et de façon récurrente emparé du thème des relations père-fils. Il y a des grands films dans l'histoire du cinéma où il y a ces relations père-fils. Ce que je retiens effectivement, c'est Le voleur de bicyclette en Italie, Un mauvais fils de Claude Sautet en France, et plus tard, donc effectivement, il y a De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, qui sont des exemples de films de relations père-fils. Et bien sûr, il y en a un où le père manque, qui est Les 400 coups de Truffaut. Merci John. Chez certains réalisateurs contemporains, la question des relations père-fils est un élément omniprésent. On pense notamment aux films des frères Dardenne ou de Jacques Audiard. Et d'ailleurs, je vous propose un reportage fait par notre équipe. De battre mon cœur s'est arrêté, c'est un grand film d'Audiard salué par la critique et par le public. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça suit le parcours d'un fils qui tente de se distancer de son père, qui a suivi une pente un petit peu dangereuse, on va dire. Et tout le film interroge la façon dont on peut justement se détacher de ses origines. Les Parisiens sont gagnants dans les duels, Denis. On sent quand même un petit peu plus d'enthousiasme, de volonté de la part des Parisiens assez nette sur cette action entre Mendy et Lizarazu. Et de la Bilbao et Léoudi qu'il faut améliorer le dernier geste, les centres plus tendus, puis les ballons profondeur bien dans le dos des défenseurs. Peut-être une possibilité de l'écouter, l'entraîneur Baïdali Lodzik avec ce centre, Paul Letta. Oh, qu'est-ce qui te prend? T'es malade ou quoi? Arrête, arrête! Arrête, ça va. C'est bon, ça va. Chez les frères Dardenne, c'est une question éminemment importante. Et on peut très bien comprendre déjà dans le fait que ce soit deux frères que la question familiale les intéresse particulièrement. Et ils sont vraiment, que ce soit dans le fils effectivement, ou alors là ils sont vraiment au cœur de ce qu'est devenir père, comment on transmet quelque chose, qu'est-ce qu'on transmet. Donc c'est vraiment un cinéma qui creuse la notion de la paternité.
C'est vrai que le cinéma français dans les années 70 s'intéressait, et encore même aujourd'hui, s'intéresse à la filiation, soit sous un versant comique, et dans ces cas-là, effectivement, ça touche un assez large public, mais souvent sous sa version dramatique à partir des années 90, et on est souvent sur le film d'auteur. Donc il y a vraiment un traitement très spécifique des Français, alors que par exemple les Anglo-Saxons ont très rapidement inclus cette thématique-là dans des films grand public, même dans des blockbusters comme Star Wars par exemple. John, en ayant vu ces extraits, est-ce que vous pouvez me dire si on a des auteurs qui émergent, des tendances qui ressortent? Pour moi, le thème du père et du fils est un thème universel. Que ça soit De battre mon cœur s'est arrêté ou Un mauvais fils, c'est ça, effectivement, c'est à un moment donné le fils qui prend la place du père. Bien, alors peut-être que nous pourrions rebondir sur cette dernière réalisation de Pascal Stoller, Il fera toujours nuit, qui justement va traiter le thème de la relation père-fils. Donc je vous propose quelques extraits. Pourquoi t'es là maintenant? Parce que t'es mon fils. Parce que je voulais te voir. Parce que quoi? Elle t'aurait pardonné. Je sais, mon fils. Je sais que j'ai pas fait les choses. Moi, je peux pas. Rien. T'as rien fait. T'es une plaie. T'es ma plaie. Il y a que ça qui m'a reconstruit. C'est pas terrible, hein? Eric Van Dorp, donc vous êtes psychanalyste. Pensez-vous que le cinéma ait contribué à ces changements que nous avons vus ici? Alors, le cinéma français contemporain reflète cette père. On le voit dans le film de Pascal Stoller que vous venez de montrer, ou dans le film des frères Dardenne, Le gamin au vélo, où le père est un père indigne qui abandonne son fils. Dans le film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, eh bien, le père incarne le salaud absolu, c'est un père véreux, je dirais en faisant un petit jeu de mots, c'est un pervers. On est passé de mon père ce héros à mon père ce salaud. Dans la filmographie récente, le père incarne une figure de anti-héros et le véritable héros, c'est le fils. Alors, bien évidemment, le cinéma n'a pas contribué à cette défictionnalisation du père, hein, mais en revanche, il a pu l'accompagner en osant mettre en scène la révolte du fils contre le père, en lieu et place de l'amour paternel sans borne de jadis. Il a pu permettre à certaines personnes d'exprimer ou simplement de mentaliser, de psychiser symboliquement leur révolte personnelle contre leur propre père. Bien, merci Eric, merci John pour votre participation à l'émission. Nous allons maintenant passer à la seconde partie du magazine, donc qui est consacrée toujours à la relation père-fils, mais cette fois-ci dans le cinéma international. Nous allons justement retrouver notre équipe qui est partie interviewer un spécialiste du cinéma indien. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture indienne, ce rapport très important. Le père représente la tradition, le fils un peu la modernité, la nouveauté. Et donc on voit ça, bon, chez Bimal Roy, c'est un père-fils qui deviennent tandem. On a aussi le salon de musique de Ray. Dans ce film, on voit un homme de la noblesse, mais qui est très pauvre en fait. Il décide d'accueillir des musiciens et des danseurs pour faire des concerts chez lui. Et on comprend que toute l'histoire de son destin tragique, ça remonte au jour où il a appris la mort de son fils.
Un exemple peut-être qui me vient à l'esprit, c'est en effet dans le deuxième de la trilogie Apu, quand Apu donne l'eau à son père dans une sorte de début de rite funéraire. Ça, c'est un détail qui est magnifique. で、後悔してて。Pour la plupart, on est dans des clichés où le père, il a toujours raison, le fils est rebelle, et bien sûr, il y a des choses à faire, il y a des choses à innover. Je ne peux pas dire que ça manque de justesse, mais pour moi, ce qui manque, c'est peut-être la profondeur. La profondeur, on peut aller plus loin dans ces choses, et ce qui se vit entre un père et un fils est rarement réellement traité bien au cinéma. Pascal Alex, vous êtes professeur donc, de cinéma à l'Université de Paris, Paris 3, et vous êtes spécialiste du cinéma japonais. Peut-on dire que le cinéma japonais s'est emparé de ces thèmes de la relation père-fils ? Historiquement, le cinéma japonais s'est longtemps conjugué au masculin. Alors fatalement, certains cinéastes se sont emparés du thème père-fils. Il ne faut évidemment pas envisager le cinéma japonais comme un genre en soi, mais de la même façon que le cinéma américain a pu le faire aussi, oui, le cinéma japonais a régulièrement traité de ce thème-là. Alors, parmi les réalisateurs qu'on identifie le plus chez nous, comme par exemple Ozu, qui est un cinéaste qui a démarré dans les années 20, ou Kurosawa, qui est un cinéaste qui a démarré dans les années 40, oui, il y a des films qui s'articulent autour du thème la relation père-fils. Si on pense à un film comme Il était un père, qui est un film du tout début des années 40, on est ici dans une relation père-fils qui s'articule autour de la transmission. Alors que Ozu l'a décliné différemment. Parfois, des fils vont résister à la figure du père, comme dans Ghost de Tokyo, qui est un film des années 30, ou plus tard Bonjour, qui est un film des années 50. On voit aussi chez Ozu des fils un peu ingrats, comme dans Voyage à Tokyo, des fils qui ne regardent plus leur père. J'ai évoqué le cinéaste Ozu, mais il y a aussi Kurosawa, donc, qui est un cinéaste plus tardif, où cette fois-ci, il y a le motif des fils qui trahissent le père. Un Kurosawa, cinéaste shakespearien s'il en est, où ce sont régulièrement les fils, comme dans Ran, comme dans Kagemusha, qui complotent pour détrôner le père de son statut. C'est intéressant puisque dans les années 60, c'est ce que le cinéma japonais va faire, c'est-à-dire s'élever à la fois contre la figure du père, mais s'élever aussi sur ce qu'on a appelé le cinéma de papa, ça veut tout dire. Et donc, dans les années 60, la jeunesse qui descend dans la rue va contester la figure patriarcale. Cette figure du père, elle apparaît régulièrement, mais sur le mode de la question. Quelle place est donnée au père aujourd'hui dans la société japonaise? Cette société qui, encore une fois, c'est si longtemps conjuguée au masculin, c'est une société qui a été patriarcale pendant très longtemps, et aujourd'hui, cette figure du père, je pense à par exemple Tel père, tel fils, Tel père, tel fils, qui était un film sélectionné à Cannes il y a 2 ans, sur comment trouver sa place quand on est un père aujourd'hui au Japon. Merci Pascal Alex pour votre intervention. Eh bien, passons maintenant à la Russie. Cette situation, est-ce qu'elle se retrouve dans la façon dont notre sujet a été traité par les cinéastes russes? Je vais prendre 3 exemples qui sont caractéristiques. L'un, c'est Tarkovsky avec Le Miroir, c'est 74, donc c'est en pleine URSS encore. L'autre, c'est 81, Ziagintsev, Le Retour, avec Sokourov, père et fils. 3 films, 3 époques. Qu'est-ce qui se passe? Dans le cas de Tarkovsky, problème, nous sommes en situation URSS. Parler d'une relation père-fils, c'est parler d'un cinéma bourgeois. Donc il va falloir que Tarkovsky ruse pour vouloir faire son film. Il va le faire quand même, mais avec extrêmement de difficulté. Lorsque Sokourov fait son film en 2001, le problème se pose différemment, il a toute liberté. On voit 2 hommes, torse nus, et même sans doute nus, se caresser l'un l'autre. Et on a dit, ah ben voilà, alors ça c'est l'exemple du cinéma homosexuel. Pas du tout.
le fils a eu un cauchemar et le père console le fils. C'est une relation totalement fusionnelle. Et que dit le fils 2 fois dans le film? Il dit, le père crucifie le fils et le fils aime être crucifié par le père. Voilà. C'est tout le sens profond de cette réalité. Donc, c'est un film de la profondeur. C'est un cinéma de la profondeur. Merci pour cette réponse. Et donc, en dernière question, est-ce que le cinéma que vous avez mentionné pourrait rejoindre le cinéma international? Alors, le cinéma, c'est une représentation du monde. C'est la façon dont les hommes voient le monde. Donc, à chaque fois, celui qui écrit et celui qui filme parle de lui, parle de la façon dont il vit le monde, dont il vit sa relation avec qui vous voulez, le père, les autres, etc. Ça n'est jamais neutre ni innocent. Bon. Mais cette réalité-là est simplement reflétée par le cinéma. Et il donne à voir une relation entre les êtres humains, dont cette relation père-fils, évidemment, qui forcément et naturellement n'est jamais à chaque fois la même, quel que soit le lieu et quel que soit le pays. Notre émission se termine. Merci à nos invités d'y avoir participé. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre futur numéro de magazine Magnum, futur numéro qui sera consacré à la danse d'expression africaine. Thank you.